Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'inflation, mais l'inflation dans les énergies plus particulièrement. Alors on va vous parler du carburant qui pourrait encore augmenter et passer à peut-être 2,50€ le litre, alors cela en France, mais ça sera à peu près la même chose malheureusement dans les autres pays d'Europe. L'augmentation aussi du prix de l'énergie en Espagne, et on va parler de la Cour des comptes de l'Union européenne qui réclame encore plus de taxes sur les énergies fossiles. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 206 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Alors on va parler tout de suite du prix des carburants et plus particulièrement, on va dire, du samplon 95 qui va donc, selon toute vraisemblance, dépasser les 2€ le litre très prochainement selon un article de parismatch.com. Et plutôt, ce sont les analystes qui sont assez d'accord sur le sujet. On va vous citer Joël Hancock, qui est analyste chez Natixis, qui dit qu'on va tout droit vers le baril à 100$, et ça sera au plus tard cet été. Mais il ne pense pas que le prix record de 2008, 147$ le baril, sera atteint. Alors il faut savoir que, toujours selon Joël Hancock, malgré les efforts des pays producteurs de pétrole pour déplacer de 37 à 41 millions de barils par jour, eh bien, il y a toujours une certaine sous-production. Et donc, vous savez, l'offre et la demande, eh bien, si l'offre est trop faible et la demande trop haute, eh bien, les prix augmentent. Alors, on va aussi parler du problème en termes de matières premières, c'est le sous-investissement qu'on a connu. Et ça, c'est Benjamin Louvet du fonds OFI AM qui en parle assez souvent et qui nous explique en fait que pour maintenir la production et les installations, il faudrait investir 555 milliards d'euros par an. Ainsi, pour pouvoir augmenter les capacités de production et donc avoir plus de pétrole et que la demande soit satisfaite. Alors de 2016 à 2019, les investissements étaient d'environ 400 milliards d'euros par an, alors que ils ont plongé en 2020 et 2021 260 et 305 milliards d'euros. Alors à la suite de ça, vous avez le PDG de Total, Patrick Pouyanné, qui nous explique qu'il va manquer 10 millions de barils par jour en 2025, ce qui sera 10% de la consommation d'avant pandémie, donc avant 2020. Alors le prix du litre à essence, vous savez très bien de quoi il se compose. Il se compose de tiers de taxes et d'un tiers du coût des matières premières, raffinage, distribution. Alors à cela, il faut bien penser que déjà on est assez haut en termes de prix, puisque alors, l'exemple de l'article, on est à 100$ le baril, et donc à Paris, le prix du samplon 95 E10, qui est environ 40% des ventes en France, est à 1,85€ le litre. Et donc, selon toute vraisemblance, on devrait atteindre plus de 2€ bientôt en France, dans toute la France, mais le prix de 2€ est déjà atteint apparemment à Paris. Alors la solution, ça serait peut-être, selon certains articles, la transition écologique, mais il serait pas facile de se débarrasser du pétrole puisque c'est l'énergie la plus facile à extraire et la plus mobile. Et c'est ça dont vous devez avoir en tête, c'est la mobilité, puisque c'est facile en fait de transporter cette énergie bon marché un peu partout. Et alors qu'il faudrait 10 ans, par exemple, pour construire un parc éolien et 15 ans pour mettre en service une mine.
Alors JP Morgan, c'est la plus grande banque du monde, a aussi fait ses prévisions et il parle d'un cours du brut qui devrait atteindre 125 $ cette année et 150 $ en 2023. Vous voyez, c'est encore plus pessimiste que chez Natixis. Alors ils disent qu'il faut espérer que le dollar, qui est aussi une variable d'ajustement du prix au litre, ne flambe pas à son tour. Ce qui rendrait possible, et c'est là qu'on va à l'hypothèse la plus folle et la plus ahurissante, c'est 2,50 € le litre de sans-plomb. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on part tout de suite en Espagne et plus particulièrement, vous parlez d'inflation, puisque l'inflation a accéléré en décembre en Espagne à 6,7%. Et pourquoi ? Puisque c'est la facture énergétique qui s'est encore envolée à 41% en 2021, selon une association de consommateurs qui s'appelle OCU. Alors, le poste énergie, nous dit-on dans cet article des Échos, est passé de 50 à plus de 80% des coûts de production pour les secteurs électro-intensifs comme la sidérurgie ou la chimie. Alors, il y a une question de perte de compétitivité, bien sûr, et donc certains groupes comme ArcelorMittal a freiné la production, voire fermé temporairement des usines dans ces milieux-là. Alors, on a des réactions des économistes, et notamment Natalia Fabra, qui est professeure à l'université Carlos III de Madrid, qui est spécialiste d'énergie, qui a dit que la Commission européenne est en fait un petit peu fautive de cette situation, puisqu'elle a limité l'action des États membres et ne peuvent que compenser l'impact immédiat pour les familles. Donc vous voyez, c'est l'histoire des chèques énergie, si vous voulez, sans pouvoir intervenir sur les tarifs appliqués par les compagnies. Et oui, parce que avec la privatisation de toutes ces entreprises qui produisent de l'énergie, eh bien les États ne sont plus responsables de leur propre production énergétique, puisqu'ils l'ont déléguée au privé. Alors, il y a une petite différence, on va dire, en France, par exemple, où EDF est quand même détenu à majorité par le capital de l'État. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pu intervenir, même si ça a créé une certaine controverse, on va dire. Et c'est effectivement l'exemple qui est pris dans l'article, puisqu'ils ont permis en France de maintenir le mégawattheure à 46 €, alors que les Espagnols paient leur nucléaire beaucoup plus cher, 240 €, effectivement, 6 fois plus cher. Alors, le problème, voilà, c'est qu'en Espagne, ils ne peuvent pas intervenir comme l'a fait la France, puisqu'il n'y a plus d'acteurs publics, ils sont tous privés dans le secteur de l'énergie. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Alors la Cour des comptes on peut tirer les oreilles des pays et des membres de l'Union européenne concernant les énergies fossiles, puisqu'elle s'est exprimée très récemment pour expliquer que les politiques fiscales européennes ne cadrent pas avec leurs objectifs climatiques. Alors, je les cite, si les subventions aux énergies renouvelables ont presque quadruplé entre 2008 et 2019, et c'est là qu'elle donnerait plutôt un bon point aux membres de l'Union européenne, celles en faveur des combustibles fossiles sont restées relativement stables malgré l'engagement de les supprimer progressivement. Et effectivement, puisqu'il y a encore pas mal de subventions dans pas mal de pays. Alors surtout que l'objectif principal, c'est de réduire à 2030 à 55% les émissions de carbone par rapport à 1990. Mais il y a quelques, on va dire, trous dans la raquette et quelques petits problèmes. Par exemple, le charbon qui reste en moyenne moins taxé que le gaz naturel et les combustibles fossiles qui sont parfois considérablement moins imposés que l'électricité. Alors, certains pays, comme le regrette apparemment la Cour, maintiennent des taxes sur les carburants à un niveau proche des minima établis. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas une homogénéité des taxes sur l'essence, on va dire par exemple, dans l'Union européenne. Alors, les subventions, par contre, aux combustibles fossiles accordées par les États membres ont représenté quand même 55 et 58 milliards d'euros par an entre 2008 et 2019, dont environ 2 tiers en exonération fiscale. Alors, il y a
15 pays qui financent davantage de subventions pour les combustibles fossiles que pour les énergies renouvelables. Et l'article nous cite par exemple la Finlande, l'Irlande, la France et la Belgique. C'est ce qu'a révélé donc l'article de france-tv-info.fr. Mais il y a aussi des meilleurs élèves, si on peut dire, comme l'Allemagne, la République tchèque, l'Espagne et l'Italie, qui, eux, favorisent davantage les renouvelables que les fossiles. Alors, quant aux subventions, elles profitent aux fournisseurs d'énergie, aux industriels, aux transports, aux agriculteurs et aussi aux ménages. Mais, relève encore la Cour, cela peut freiner la transition énergétique et aussi accroître les risques de verrouillage des investissements dans des infrastructures polluantes. Donc du coup, en fait, c'est comme si on pouvait continuer business as usual. En résumé, la Cour, elle déplore que cette fiscalité rend l'énergie propre et les technologies à faible consommation d'énergie relativement plus onéreuses. Et oui, au final, puisque si on ne fait pas d'investissement dans les énergies renouvelables, eh bien, on reste à des prix plafonds, on va dire. Alors, pour terminer sur le sujet, l'élimination progressive des subventions aux fossiles d'ici à 2025, c'est un engagement pris par la Commission et les États, s'annonce délicate sur les plans économiques et sociaux. Et oui, parce que si vous voyez 2025, c'est bientôt, et comme vous pouvez voir tous les prix de l'énergie, et si on arrête ces subventions, ça peut faire très mal au niveau social. Donc les répercussions de la taxation de l'énergie peuvent entraîner un rejet de ces taxes, c'est ce qu'ils nous disent effectivement. Puisque dans certains pays, le budget consacré à l'énergie représente 20% des revenus. Donc ce que l'institution recommande, c'est que la réduction des taxes sur puisse être faite sur d'autres dépenses des ménages et des mesures de redistribution en leur faveur. Effectivement, donc c'est l'idée, c'est de pouvoir redonner du pouvoir d'achat énergétique, mais tout en ayant orienté l'énergie vers quelque chose de plus renouvelable, à savoir que dans le vert maintenant sont rentrés dans les configurations européennes le nucléaire, mais aussi le gaz. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.